Bonjour, je suis Olivier Bérin, le fondateur de L'Homme et l'Environnement et de plein d'autres choses, Eliphas, Aroma Forest, etc. Nous allons parler aujourd'hui de comment les crocodiles m'ont aidé à mettre en œuvre le premier projet à impact positif sur la nature. On parle de projets basés sur la nature à l'heure actuelle, de comment le business et la biodiversité peuvent aller ensemble. Je vais vous parler de tout ça et des crocodiles, mais je reviendrai sur ce que j'ai développé avec les crocodiles. D'abord, prenons le temps de voir où nous en sommes sur la planète et ce qu'il se passe au niveau international pour essayer de sauver la beauté de la vie sur Terre. Il devient clair pour tout le monde qu'il y a de grands changements nécessaires dans nos sociétés pour pouvoir y vivre dans de bonnes conditions, pour continuer à y vivre dans de bonnes conditions, pour nous et surtout pour les générations à venir, pour nos enfants et nos petits-enfants. La dernière conférence des Nations Unies sur la biodiversité, qui s'est tenue à Montréal en décembre 2022, a mis en exergue que toutes les nations et tous les secteurs d'activité doivent joindre maintenant leurs efforts pour qu'on inverse la tendance dramatique de destruction de l'environnement. Il est clair que nous vivons un taux d'extinction des espèces sans précédent et qui s'accélère. Les scientifiques de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, sont des scientifiques du monde entier qui travaillent ensemble et dont les travaux ne sont plus discutables. Leurs conclusions ont largement été adoptées au printemps 2022 à Paris par l'ensemble des nations qui étaient réunies là pour discuter de l'avenir de la planète. Ils acquièrent tous sur les recommandations des scientifiques et ce sur qu'ils constatent, la réponse mondiale actuelle est insuffisante. Des changements transformateurs sont nécessaires pour restaurer et protéger la nature. Les intérêts particuliers doivent être dépassés pour le bien de tous, nous dit-on. Et que ce soit des individus, des nations et surtout des entreprises. Tenez-vous bien, le constat est de 1 million d'espèces menacées d'extinction. On parle plus des pandas ou des tigres, on parle d'1 million d'espèces. La nature décline globalement à un rythme sans précédent. Cela provoque des effets graves sur les populations humaines du monde entier. On a parlé des abeilles. Les abeilles qui nous nourrissent, qui butinent, et c'est grâce à leur travail qu'on peut avoir des fruits et des légumes. Mais aussi tout un tas d'autres espèces. Le président de cette organisation de scientifiques, l'IPBES, le Sir Robert Watson, a déclaré que la santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en train d'éroder les fondements même de nos économies aussi, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué d'au moins 20% en moyenne. Plus de 40% des espèces de grenouilles et de salamandres, des amphibiens, près de 33% des récifs coralliens. Les récifs coralliens qui sont l'habitat des bébés poissons, qui sont les nurseries des poissons de l'océan qui nous nourrissent. Et plus d'un tiers de toutes les espèces de mammifères marins sont menacées. La situation est moins claire pour les espèces d'insectes, je vous ai déjà parlé des abeilles, mais les données disponibles conduisent à une estimation provisoire de 10% d'espèces menacées. Il y a des espèces qui ont déjà disparu. Dans les vertébrés, donc comme nous, on ne parle pas des insectes, 680 espèces de vertébrés ont disparu depuis le XVIe siècle. Et plus de 9% aussi des races domestiquées de mammifères utilisées pour l'alimentation et l'agriculture avaient disparu en 2016. Et plus de 1000 races qu'on utilise sont menacées de disparition. Le rapport nous dit aussi qu'il n'est pas trop tard pour agir. Mais
Seulement si nous commençons à le faire maintenant et à tous les niveaux, du local au mondial. Et c'est seulement si nous agissons tous et vite que nous pouvons travailler à ce changement transformateur, que la nature peut être conservée et qu'il faudra la restaurer même et surtout l'utiliser maintenant de façon durable. C'est nécessaire pour répondre à la plupart des objectifs mondiaux de développement humain même. Alors, ce changement transformateur, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, c'est un changement fondamental à l'échelle des systèmes. Il faut prendre en considération les facteurs technologiques, économiques et sociaux, et y compris peut-être des changements de paradigme, d'objectifs et de valeurs pour l'humanité. Ça paraît compliqué comme ça, mais il y a des choses très simples et on va y arriver qui peuvent être faites. Et la compréhension des systèmes, vous allez le voir, n'est pas si compliquée que ça à acquérir. Il y a plusieurs trajectoires de développement économique avec des impacts différents sur la nature que ce qu'on a lu à l'heure actuelle qui sont possibles. Mais il va falloir vraiment changer des trajectoires actuelles. Et je vais vous expliquer en 2 minutes pourquoi c'est très simple à comprendre. Vous avez tous vu, quelque part à un moment donné, cette histoire de surexploitation des planètes. On a ce dessin qui avait été fait par le WWF, je crois, à l'origine, où on voyait qu'on vivait, nous, en Europe ou aux États-Unis, encore pire, avec 2 planètes et demie. Si on veut tous vivre sur la planète comme nous le vivons où? Dans notre système de consommation et de pollution surtout. De surconsommation serais-je tenté de dire. Les chiffres qui sont donnés à l'heure actuelle sur ce bilan de l'impact de l'espèce humaine sur la planète montrent que en Inde, il nous faut 0,7 planètes pour vivre comme un Indien, c'est-à-dire qui mange du riz, qui mange pas de viande élevée dans des élevages industriels, qui n'a pas de voiture schématiquement, enfin pour la plupart des Indiens, alors que si on arrive jusqu'à un Américain, il nous faudrait dans leur mode de vie d'avoir chaque enfant qui a 16 ans a une voiture, enfin chez la plupart des Américains riches, mais justement on voit que la pauvreté s'accélère, mais quand même toute la consommation qu'il y a aux États-Unis fait qu'il nous faudrait 5 planètes si on voulait tous vivre comme les Américains. Mais est-ce que c'est bien ça le bonheur? Ça peut faire rêver, ça a fait rêver. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai rêvé d'aller aux États-Unis, j'y suis allé avec mon sac à dos et c'était fantastique, on rêvait. Mais finalement, est-ce bien ça le bonheur à la fin du compte, puisqu'on voit justement que la misère augmente à l'heure actuelle aux États-Unis, et puis on voit aussi beaucoup de gens qui ont de l'argent qui finissent par être dépressifs ou des choses comme ça. On y reviendra au bien-être lui-même. Mais maintenant, c'est justement la première chose qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui a changé fondamentalement. Eh bien, ce qui a changé fondamentalement, c'est le fait que nos biens de consommation, principalement de notre mode de vie en général, eh bien, détruit la planète. On pollue pour fabriquer notre agriculture. Donc, il faut maintenant réduire les impacts. Que les forêts, quand on utilise du bois, eh bien, que ce soit des forêts durables. Quand on utilise de l'agriculture, qu'elles ne détruisent pas nos nappes phréatiques, nous rendent malades. À quoi ça sert de manger plus si on se rend malade pour des cancers à cause de l'eau qu'on boit? Donc pour ça, il faut déjà réduire nos impacts de toutes nos productions. Ensuite, le fait qu'on ait déjà dépassé le seuil qui amène la destruction de la planète à l'heure actuelle, qui amène la destruction de toutes ces espèces animales, mais aussi végétales, eh bien, c'est-à-dire qu'il faut compenser. Et c'est là qu'on arrive à un concept de nature positive, ou ce que moi j'ai appelé, ce que j'ai créé, Net Positive Impact. Il faut donc qu'on arrête de polluer, il faut donc qu'on arrête de détruire les ressources naturelles que l'on utilise, mais on aura toujours besoin d'une voiture pour transporter les marchandises des paysans jusqu'au supermarché où nous allons les utiliser, les acheter. Donc, il faut trouver aussi une compensation ou vraiment une contrepartie à donner à ce que nous avons détruit ou ce que nous allons polluer de toute façon pour rendre nos impacts finalement positifs.
Et la biodiversité est clé. Il faut inverser les tendances de perte de biodiversité parce que l'ensemble des espèces sur la planète, le fonctionnement des écosystèmes dépend de cette biodiversité et est essentiel pour lutter contre les crises climatiques. Mais pour protéger et restaurer l'intégrité des écosystèmes, il faut avoir une vraie dynamique et c'est celle-là qui va empêcher les pandémies d'origine zoonotique, je veux dire les grippes aviaires et autres, Covid, etc., qu'on a vu ces dernières années, mais aussi préserver l'eau, préserver même notre alimentation. On a besoin de la biodiversité pour que notre planète soit en harmonie avec elle-même et avec nous-mêmes. Au niveau international, quand les scientifiques ont expliqué aux décideurs ce qui se passait, qu'est-ce qu'il fallait faire, et finalement on a atteint ce consensus là récemment, donc je veux dire qui s'est passé à Paris au printemps, de dire qu'il fallait arrêter la perte de biodiversité en 2030 et renverser les états de dégradation actuels de cette biodiversité sur la base de 2020. De se dire 2020 c'est le minimum, il faut maintenant qu'en 2030 on n'ait plus perdu rien du tout de ce qui est des couverts forestiers naturels en général, mais surtout de la biodiversité partout en 2030 et qu'en 2050 on doit être revenu dans un fonctionnement normal de nos écosystèmes, ce qui n'est plus le cas, pour avoir de l'eau saine, pour avoir une vie sur Terre qui soit saine pour notre génération et les générations à venir. C'est ça tout le concept d'être positif, d'avoir un impact positif net sur la nature, c'est de se dire on a tellement dégradé qu'il faut maintenant qu'on ait une action positive. Mais ce concept-là, qui a été maintenant clairement établi par tout le monde, décidé par toutes les grandes organisations début 2023, de dire qu'il faut agir pour avoir ce concept qui soit mis en œuvre d'impact positif, finalement, ça date pas de maintenant que toutes ces organisations se lancent dedans. Déjà, en 2019, il y avait un consortium, mais qui regroupait des entreprises. Hewlett-Packard, Dell, les ordinateurs, AT&T aux États-Unis, la communication, qui disaient qu'ils voulaient lancer un Net Positive Project. Ce projet visait à améliorer les stratégies organisationnelles de durabilité, dit-on, et pour qu'elles reflètent une ambition élevée pour dépasser collectivement la réduction des dommages, pour produire des résultats positifs pour la société et l'environnement. Tout est dit. Il faut maintenant que l'économie serve la société et l'environnement. Alors, bien sûr, l'économie a servi la société puisqu'elle a permis de sortir des millions, des centaines de millions, voire des milliards de personnes de l'extrême pauvreté. Maintenant, si c'est pour replonger dans la misère quelques dizaines d'années après, ça sert à rien. Et donc maintenant, il faut changer ce modèle-là pour être sûr d'avoir des impacts positifs sur la société et l'environnement à long terme. Mais en fait, quand une action comme ça, un principe devient global, on imagine bien qu'il y a des chercheurs qui ont déjà travaillé depuis très longtemps sur le sujet pour arriver à le faire émerger. Et en fait, moi j'ai retrouvé que depuis 2004, donc c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, il y avait déjà eu un programme qui avait commencé à être réfléchi dans un cadre qui s'appelle le Business and Biodiversity Offset Program. Ça avait vu le jour à peu près au niveau européen et c'était lié aux grosses entreprises qui dégradaient vraiment l'environnement, les entreprises minières en particulier, où on leur demandait de minimiser les impacts et de restaurer tous les habitats qu'elles avaient détruits. C'était un petit peu comme ça que ça avait commencé, mais très vite, l'ensemble des entreprises se sont mis à réfléchir au sujet, avec l'Europe qui a poussé ce système. Je me suis retrouvé quand j'ai entendu parler de ça, de ce concept d'impact positif, puisque moi j'avais déjà vu beaucoup où je travaillais en particulier sur les forêts malgaches, et je reviendrai à mon expérience des crocodiles, comment on peut inverser des tendances. Quand j'ai entendu parler de ce Business and Biodiversity Program, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et en 2012, je crois, je suis allé à La Haye, au Danemark, pour suivre une des réunions fondatrices de ce programme-là.
il y avait là des entreprises. Il y avait mon ami Claude Fromageau, le directeur ou président de la fondation Yves Rocher, qui est quelqu'un de très bien, de quelqu'un de très engagé, qui réfléchissait donc visiblement depuis des années à ce sujet-là, était là à cette réunion qui regroupait aussi des entreprises privées. On était tous ensemble avec des représentants des Nations Unies. Et ces entreprises privées, il y en avait une qui était une entreprise minière qui s'appelle Sherritt. Sherritt, je connais très bien parce que j'ai eu affaire à eux directement sur la réserve de Wiman que j'avais créée, où ils ont voulu faire passer un pipeline pour transporter des minerais. Un pipeline dans une réserve, je vous dis pas ce que ça peut donner. Et on a travaillé justement à la minimisation des impacts de ce pipeline. Mais j'y reviendrai parce que déjà c'était un petit peu louche. On est plus dans la compensation que dans une vraie volonté de faire du bien à la planète. Mais quand même, c'est déjà pas mal, on peut se dire sur le principe. Mais je vais vous ramener là maintenant un peu plus à la chronologie. Il va falloir qu'on parle de ces crocodiles. En fait, dès les années 80, la fin des années 80, la toute fin des années 80, votre serviteur, donc moi-même, a conçu déjà un projet qui avait des bénéfices pour les populations et pour la nature. Ces fameux projets solutions basées sur la nature dont on parle à l'heure actuelle, un projet qui allait transformer les chaînes de fonctionnement qui étaient celles qui existaient, qui étaient destructrices de l'environnement et qui allait finalement totalement le transformer pour lui donner du positivisme pour les populations locales, de faire perdurer le business, mais aussi des bénéfices pour la nature. Comment ça s'est passé et que viennent faire les crocodiles là-dedans ? Eh oui, je suis un spécialiste de crocodiles à l'origine. Mais c'est en 1989 que je me suis retrouvé à changer de ma position de biologiste, mais quand même j'étais déjà impliqué dans des décisions internationales, puisque ma position de biologiste m'amenait à travailler pour la France au niveau de la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées, parce qu'il y avait surexploitation des crocodiles qui disparaissaient dans la nature, et il fallait prendre des décisions pour, en général, limiter la chasse. Et c'est les premières démarches que j'ai réussi à faire prendre au niveau international. C'est que suite à des inventaires que j'ai menés en Afrique centrale, en fait, c'était les tanneurs qui se posaient des questions. Ils voyaient que les populations commençaient à diminuer en Afrique, les populations qui étaient chassées. Et Hermès voyait que ces sacs à main, on peut augmenter les prix, mais il y avait aussi des ventes qui augmentaient et là qui ne pouvaient plus suivre. Et au niveau international, on s'est inquiété de ces baisses de production naturelle des crocodiles et on a dit à Hermès, schématiquement, maintenant il va falloir arrêter. Vous ne pourrez plus faire autant de sacs à main que vous voulez. C'est de la restriction des impacts négatifs. Notez bien ça, c'est ça qu'on va changer. Passer de cette restriction des impacts négatifs à quelque chose de positif. Donc, la situation est celle-là. Hermès a besoin de peau de crocodile pour faire des sacs à main. L'augmentation de la demande est telle que Hermès achète de plus en plus de peau. Mais en Afrique, il y a de moins en moins de crocodiles. En 1989, je me retrouve à une position de force incroyable pour passer mon idée de programme à impact positif. En fait, Madagascar, comme l'Afrique centrale, s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus le droit d'exporter toutes les peaux de crocodiles qu'il voulait, parce qu'il n'y en avait plus assez dans la nature. Et mes inventaires ont montré que ce n'était pas possible. Donc je suis allé au niveau international, mandaté par la France, par la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées. J'ai dit écoutez, mes travaux montrent que ça peut pas continuer comme ça. Ok, et on m'a écouté. On a suspendu les exportations de peau. Pour Madagascar, qui est un pays à l'économie extrêmement pauvre, un pays riche de ses ressources naturelles, le crocodile en est un, mais un pays où les populations sont extrêmement pauvres, ne plus pouvoir exporter une de ses ressources naturelles était un vrai problème.
Donc Madagascar s'est retourné vers les Nations Unies en leur demandant « Est-ce que vous pouvez nous aider en fait à développer l'élevage de crocodiles ?» Puisqu'on peut plus exporter des crocodiles qu'on va tuer dans la nature, faisons-leur de l'élevage, comme on fait des élevages de cochons, de vaches, puisqu'ils avaient entendu que ça se faisait dans certains pays africains, et ça se faisait aussi en Asie de plus en plus. Et je me suis retrouvé, moi, Olivier, à 25 ans, être le plus jeune chef de projet des Nations Unies. On m'a mis en charge de ce projet-là, de développer l'élevage de crocodiles pour Madagascar. Non pas que j'étais extrêmement compétent sur le sujet, mais j'étais en fait le seul spécialiste de crocodile au monde qui soit francophone. Et c'est pour ça qu'on m'a mis en charge. À vrai dire, je peux l'avouer maintenant, quand on m'a proposé le poste, je connaissais rien du tout à l'élevage de crocodiles, mais comme je suis intègre, j'ai pris sur mes économies, mes pauvres économies, et j'ai foncé au Zimbabwe, en Afrique du Sud, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait là-bas, et j'ai très vite appris, je suis allé dans les élevages, j'ai vu comment ça se faisait. Mais en fait, j'avais dans la tête de faire autre chose que de l'élevage bêtement. Parce que dans mon travail que j'ai mené en Afrique, j'ai vu qu'effectivement, la chasse du crocodile mettait en péril bien des populations sauvages de crocodiles, des crocodiles qui ont un rôle écologique très important à jouer dans la nature. Parce que on voit en fait dans des rivières dans lesquelles il y a des crocodiles, vous allez avoir plus de poissons que dans des rivières où il n'y en a pas. Parce que le crocodile n'est pas un très bon prédateur. Et souvent, il va s'en prendre plus facilement aux poissons qui sont malades et en fait entretenir une bonne santé des rivières. Mais malgré ce rôle écologique, les crocodiles, les gros crocodiles africains, les crocodiles du Nil, sont très dangereux. Ils attaquent le bétail et ils attaquent les gens parfois. Il y a des morts régulièrement en Afrique à cause des crocodiles. Donc moi, ce que j'avais vu à l'époque, c'était de se dire, ok, d'interdire le commerce international lié à la chasse, c'était une première étape, mais ça ne réglait pas le problème de la cohabitation des crocodiles avec les humains. Et je voyais que certains Africains avaient qu'une envie, c'était de se débarrasser des crocodiles parce qu'ils étaient dangereux. Donc il fallait penser un peu le système différemment pour arriver à avoir une motivation de préservation de ces crocodiles dans la nature. J'avais vu que les Zimbabwéens faisaient quelque chose de différent des Sud-Africains en termes d'élevage de crocodiles. Ils faisaient ce qu'on appelait du ranching. Parce qu'il y avait plein de crocodiles dans la nature et que ça coûtait cher, en fait, de les élever en élevage, de nourrir les gros reproducteurs. C'était compliqué, surtout. Donc en fait, les éleveurs de crocodiles allaient dans la nature chercher des œufs, les ramenaient dans leur ferme pour les incuber, et puis là, ils faisaient leur peau de crocodile en évitant une énorme mortalité des œufs. Et donc en fait, ils n'avaient pas d'impact négatif sur les crocodiles puisque le gouvernement zimbabwéen leur demandait de relâcher 5% des crocodiles qu'ils avaient éclos dans leur ferme, dans la nature, ce qui faisait bien plus que ce qui se serait passé dans la nature normalement. Donc il y avait un modèle qui permettait de produire des peaux de crocodile à partir des œufs collectés dans la nature, sans porter préjudice aux populations de crocodiles, au contraire, en permettant parfois de les augmenter. Ce qui ne marchait pas au Zimbabwe, à mon avis, c'est que ça ne réglait pas le problème des conflits hommes-animaux. Puisque c'était des grands éleveurs privés zimbabwéens qui faisaient cette production de peau et qui allaient eux-mêmes chercher les œufs dans la nature. Les pêcheurs, eux, continuaient à subir la présence des gros crocodiles qui étaient parfois dangereux. Donc j'ai imaginé un système en disant, mais en fait, il faut que ce soit les paysans eux-mêmes qui vivent au bord de la rivière, qui bénéficient de cet argent qui va leur être donné pour l'achat des œufs de crocodile. Et j'ai mis en place ce système en formant des éleveurs dans la capitale pour avoir l'électricité, contrôler la température d'incubation des œufs, avoir cette approche très technique d'incubateur qui permettait d'éviter la mortalité naturelle et de là produire des pots en fait avec des œufs qui allaient normalement disparaître dans la nature, mais ces œufs-là, les payaient aux paysans qui vivaient au bord des rivières infestées de crocodiles. Et en fait, ça a fonctionné. Techniquement,
On a mis en place des choses un peu folles, des petits avions privés allaient dans la brousse chercher les œufs qu'il fallait tenir dans des boîtes en polystyrène pour pas qu'ils chauffent. Ils partaient dans les fermes, ils étaient incubés, ils étaient grandis en élevage dans de bonnes conditions. Une partie était remise dans les rivières si besoin était pour maintenir les populations, voire refaire les populations de crocodiles. Ce programme a duré 20 ans. Et au bout de 20 ans, ça fonctionnait toujours parce que finalement, les privés qui voulaient faire des pots de crocodile, étaient obligés de payer les paysans pour leurs œufs. Et c'était très bien parce que du coup, les paysans étaient motivés pour ne plus tuer les femelles crocodiles qui pondaient des œufs et garder en fait les crocodiles dans les rivières. Un formidable système. J'ai jamais eu de ceinture en peau de crocodile, je suis pas un fan de l'élevage des crocodiles pour ça. J'ai jamais eu de sac à main en crocodile que j'ai offert à qui que ce soit. Mais le principe était là, on arrivait à inverser totalement une tendance de destruction d'une ressource naturelle, les populations de crocodiles dans le cas présent, mais non pas en empêchant le commerce, on l'a fait en partie, mais en empêchant un commerce négatif et en remettant en place une chaîne de valeur économique qui allait, elle, toucher directement les communautés locales et dans un cadre qui allait être motivant pour la conservation de cette ressource naturelle. Au niveau des Nations Unies, c'est souvent difficile d'avoir des projets efficaces, souvent parce que c'est du court terme et puis parce que c'est difficile de faire un mixte entre environnement, économie, pauvreté, ce que j'avais réussi à faire et ce qui est nécessaire pour que des projets soient durables. J'avais travaillé pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, puisque les crocodiles rentraient dans l'élevage. Et quand je suis rentré à Rome rendre mon rapport, on m'a dit « Ah, mais Olivier, est-ce que tu ne verrais pas d'autres choses à faire sur ce même modèle ?» Puisque ce modèle a perduré pendant 20 ans sans n'avoir plus aucun autre financement que le financement des privés qui finançaient les paysans, qui du coup, eux, agissaient pour la conservation des crocodiles dans leur habitat naturel. Et quand j'avais travaillé à Madagascar, j'avais vu qu'il y avait aussi les forêts malgaches qui partaient en fumée parce que les malgaches n'en voyaient pas la valeur. Moi, je voyais des plantes médicinales aussi là-dedans. Mais les malgaches ne la touchaient pas et brûlaient les forêts pour ça. Donc, j'ai dit à mes collègues des Nations Unies, mais oui, je vois bien autre chose à faire sur le même modèle. Si on valorisait les plantes médicinales pour le bénéfice des populations locales, elles pourraient avoir une motivation pour ne plus brûler les forêts. Nous sommes là au début des années 90. Le sujet est compliqué parce qu'il faut avoir des paysans qui soient formés à produire, il faut avoir donc des alambics et pour ça, il faut qu'il y ait une sorte d'investissement privé, il faut qu'il y ait une structure qui fasse l'exportation des productions communautaires parce que c'est pas les paysans qui vont être capables de faire ça au milieu de la brousse. Donc, les Nations Unies n'est pas la structure qu'il faut pour faire ça. Et je décide de mettre ça en œuvre. Et j'ai créé une petite entreprise qui s'appelait Aroma Forest, qui existe toujours, donc 25 ans après bientôt, pour exporter les productions qui pourraient être faites au niveau des communautés locales. Aroma Forest est une entreprise sociale et solidaire. 100% de ses profits sont reversés sur place. Et j'y viendrai à la fin de cette discussion pour voir, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est dans un système qui est duplicable ou est-ce que c'est spécial? Maintenant, la première chose qu'il fallait faire, c'était montrer cette utilisation durable. Vous vous rappelez dans les crocodiles que j'avais quand même dû intervenir au niveau international pour dire avant tout, il faut arrêter l'exploitation non durable des populations. Dans les plantes, c'est pareil. On peut pas se retrouver à accepter que des plantes soient utilisées non durablement sur le marché. Donc, il faut avoir un système de promotion de l'utilisation durable et des impacts positifs. Comment faire? Donc, j'ai regardé ce qu'il y avait comme label. Les labels existants, à l'heure actuelle, que les gens connaissent le plus, sont le bio, sont l'équitable. C'était déjà très bien. Et là, je vais avoir un point important que je voudrais que vous écoutiez. Qu'est-ce que c'est que le bio?
En fait, le bio, j'ai vu des gens qui disent, voilà, nous, on a un impact positif parce qu'on transforme nos exploitations en exploitation bio. Mais transformer une exploitation en exploitation bio, c'est juste revenir en arrière sur des impacts négatifs. Le bio, c'est juste de la non-pollution dans le monde dans lequel on devrait vivre. Comment est-ce possible de penser que c'est normal d'avoir des productions agricoles qui détruisent des forêts, quand on parle de l'Amazonie pour produire du soja, ou qui détruisent des nappes phréatiques que nous buvons à l'heure actuelle avec des pesticides dedans? Ce n'est pas possible. Donc le bio, c'est juste de la non-pollution. L'équitable. Pourquoi le commerce équitable a-t-il été inventé? Parce qu'il y avait une exploitation éhontée des plus pauvres qui produisaient notre cacao, qui produisaient tout un tas de choses et qui vivaient dans la misère. Donc on a créé le commerce équitable pour dire c'est plus possible d'avoir un commerce qui pousse des gens à vivre vraiment dans la misère et qui ne leur permet pas de vivre de leur travail. Mais donc qu'est-ce que c'est? Ce qui se passe à l'heure actuelle, l'équitable, c'est 10-20% de plus que le marché existant. C'est juste de la non-exploitation des gens. C'est juste du non-esclavage moderne, le commerce équitable à l'heure actuelle. C'est pas du tout quelque chose qui les rend riches ou indépendants. Donc, ceci étant acquis, je me suis dit, moi, je voulais montrer un impact positif. Qu'est-ce qu'il y avait pour ça? J'ai regardé tous les labels qui existaient. Un seul existait à l'époque, qui était l'UEBT, l'Union for Ethical Biotrade. Toutes les grandes marques sont dedans à l'heure actuelle. L'Oréal, Dior, Kering, tous ces grands groupes adhèrent maintenant à l'UEBT pour demander à leurs fournisseurs, justement, d'avoir des impacts positifs sur la biodiversité. C'est ce que veut l'UEBT. Maintenant, le label est devenu tellement grand que, à mon avis, on n'aboutit pas à des résultats suffisants. Je vois des certifications UEBT. J'en ai vu une de production de bissap, qui est l'hibiscus africain, qui fait ce jus rouge que les Africains adorent, qui est produite maintenant en Australie. Ok, elle est produite en bio équitable, sans couper la forêt primaire, mais c'est une plante d'Afrique qui est amenée en Australie pour produire là-bas. Quel est l'impact sur la faune et la flore sauvage? Je ne vois pas d'impact positif. On est encore revenu dans du non négatif. Donc, moi, j'ai décidé de créer un système un peu plus compliqué qui va montrer qu'on va avoir ce fameux impact positif. Et j'ai créé un système d'évaluation de filière que j'ai appelé Collatera, qui permettait de voir non seulement les impacts tels que le font le bio, tels que le font le commerce équitable, tels que le faisait l'UEBT, l'Union for Ethical Biotrade, de dire qu'on prend en compte la biodiversité, au moins un petit peu. Mais j'ai aussi trouvé un label qui s'appelle Wildlife Friendly, qui va montrer que des filières peuvent avoir un impact sur la faune sauvage. C'est-à-dire que même si on fait une exploitation, on va dire, d'eucalyptus en Australie, eh bien, on va vérifier que on le fait d'une façon qui permet de laisser les koalas vivre sur les eucalyptus et qu'on va pas faire des grosses coupes un peu partout, tout simplement, pour couper tout, y compris l'habitat de ces animaux. J'ai mis au point ce système avec plus de 500 critères qui me semblaient pertinents de tous les différents systèmes de labellisation qui existent. J'ai même eu un ingénieur qui m'a été financé par la coopération française, qui était génial, qui comprenait ce que je voulais. Donc on arrivait à faire fonctionner ce système Collatera. Elle, c'était quelqu'un qui était extrêmement intelligent, qui était chargé dans ses études de calculer les trajectoires pour aller sur Mars. Donc c'était fantastique, je lui expliquais tous les concepts que je pouvais avoir en tête, qu'est-ce que ça veut dire des impacts positifs sur la nature en particulier, et en fait on arrivait à mettre ça dans des systèmes d'analyse. Et ce système, figurez-vous, il est devenu très pointu et fonctionnel, tellement fonctionnel que j'ai réussi à le proposer à Chanel, la grande boîte de luxe qui veut toujours être à la pointe de ce qui se fait de mieux et qui veut surtout montrer, elle n'a pas besoin d'en parler, qu'elle fait les choses bien. Eh bien, figurez-vous que malgré tous les systèmes de labels existants, Chanel a utilisé mon système Collatera. Pendant 4 ans, j'ai travaillé avec Chanel avec mon système d'analyse pour montrer
à la direction de Chanel, quand est-ce qu'il y avait des impacts négatifs, c'est une chose, comment on pouvait les réduire, mais aussi comment on pouvait faire que des filières allaient avoir des impacts positifs. Et j'ai développé des extraits de plantes à usage cosmétique principalement pour Chanel, mais aussi pour Yves Rocher. On a fait beaucoup de travail en identifiant des plantes. Moi, je les aidais à dire, OK, tiens, on va développer un extrait. Il faut pour ça le standardiser. Les plantes nous donnent plein de choses merveilleuses, je veux dire, pour reconstituer la peau, maintenant, c'est la mode du collagène, pour recréer du collagène. On l'a fait avec une plante de l'Ouest malgache, une huile essentielle, le sarro, qui permet que son propre organisme développe du collagène. Donc plein de choses qui sont vraiment réelles et possibles. Mais moi, j'intégrais ça à des projets de conservation sur le terrain. Et c'était génial. On a eu les PDG de Chanel et de Yves Rocher qui ont adoré ce qu'on a pu faire. Mais c'était des petites quantités de produits. J'ai eu Desange qui m'a embauché. Parce que même un groupe financier qui avait pris l'actionnariat majoritaire du groupe Desange, qui fait les shampoings et autres produits de soins pour les cheveux, le groupe financier avait dit, quand ils ont analysé Desange, ils ont dit, OK, l'avenir, il est dans la démonstration de la durabilité de ces filières. Et donc, ils ont obligé Desange à m'embaucher. On dit, on met des sous dans votre entreprise, si c'est vraiment une entreprise d'avenir. Et pour que ce soit une entreprise d'avenir, nos stratèges financiers eux-mêmes ont vu qu'il fallait que les ingrédients soient produits de façon durable. Et j'ai travaillé beaucoup pour Desange. J'ai développé des nouveaux produits avec des ingrédients, au moins des actifs qui avaient des impacts positifs sur la nature. On a fait du karité du Burkina Faso, on a fait du sarro de Madagascar, donc plusieurs produits. Mais en fait, on va arriver très vite à la limite de tout ça. Parce qu'il y a tellement de produits chez L'Oréal et autres, on le voit, donc l'UEBT obligé un peu de baisser ses standards, dirais-je. Et Desange, même chose. Je vais quitter l'entreprise en 2015 parce qu'elle a été rachetée par un groupe financier américain et qui, lui, veut faire de l'argent très vite et sans se poser de problème sur l'avenir. Donc, laissons tomber toutes ces démarches pour avoir des impacts positifs sur la nature. C'est pas notre boulot, allons-y. Et j'ai vu en 2015 aussi que L'Oréal, le PDG de L'Oréal USA, présentait des objectifs pour Garnier, qui était à l'époque d'avoir des impacts positifs sur la nature en 2020. Il y a des dirigeants qui suivent un peu ce qui se passe au niveau international et qui voient qu'il faut agir, puisqu'on avait déjà ces discussions sur le fait que les entreprises de l'industrie cosmétique en particulier, qui sont un peu sur les projecteurs des consommateurs, doivent être capables de démontrer qu'ils ont des impacts positifs sur la nature, en tout cas qu'ils ne détruisent pas la nature. Mais donc, je commençais à voir que c'était pas possible que L'Oréal arrive à avoir des impacts positifs sur tous ces ingrédients. Ils en ont beaucoup trop. C'était déjà compliqué avec Chanel qui voulait le faire. Le PDG change, la stratégie change, même chose, on se dit, OK, nous, Chanel, il faut qu'on soit neutre, qu'on n'ait pas d'impact négatif, c'est crucial. Mais bon, de là à monter des projets pour la biodiversité, c'est quand même pas notre boulot. C'était un peu trop tôt, peut-être. Maintenant, on voit que le mouvement se change et qu'il faut mettre des choses en place. Chérit, les exploitations minières, je l'ai vu aussi à Madagascar. Quand on a fait le tracé du pipeline à l'intérieur de la réserve, ils ont dû me consulter. Et je leur ai fait enterrer le pipeline dans certains endroits pour que les animaux puissent passer d'un endroit à l'autre. Mais une fois que c'est fait, que les constructions commencent, les eaux auront été polluées, il y a plein de choses qui n'ont pas été respectées. C'est très difficile. Donc il faut continuer à travailler sur des histoires de labels, me suis-je dit. Et c'est là, quand j'ai vu que ça allait partir, qu'il n'y avait pas encore les labels qu'il faut, en 2015, j'ai déposé le nom Net Positive Impact. Je croyais même pas que c'était possible, tellement ça me semblait générique, mais on m'a attribué ce nom parce que je veux défendre cette idée. Qu'est-ce que c'est qu'un impact positif? Et vous vous rappelez l'histoire des crocodiles, finalement? On l'a fait. On est passé d'un système négatif de destruction des populations de crocodiles avec une mesure classique qui était celle de dire « Ok, il faut interdire le commerce », finalement à dire « Non, on va changer tout le système
pour impliquer les communautés locales, voir quels sont leurs besoins pour préserver les crocodiles dans leur habitat naturel, leur rôle écologique, et puis après seulement développer le commerce. Ça a été possible avec des extraits de plantes. On a fait l'extrait du sarro, une huile essentielle qui a été utilisée en cosmétique chez Yves Rocher. Moi, j'ai choisi cette plante parce que les populations de l'ouest de Madagascar détruisent les forêts en y mettant le feu pour faire des pâturages très peu rentables, parce qu'ils ne voient pas la valeur de ces forêts autrement que dans un peu de cendre pour les herbes fraîches qui vont pousser pour les ébus. Pourtant, il y avait cette plante que tous les Malgaches utilisent, mais en toute petite quantité, ils en ont toujours assez. Et en la valorisant pour produire une huile essentielle, maintenant, les populations de l'ouest de Madagascar se disent, mais finalement, cette plante, elle nous permet de produire cette huile essentielle de sarro, et finalement, ce sarro, quand il est bien fait, il va motiver les gens à protéger la forêt elle-même, puisqu'elle se devient la forêt dans son état naturel qui devient source de revenus. On a développé des productions plus agricoles avec Chanel autour de la réserve de Wuiman en faisant un plan d'aménagement. C'est-à-dire de dire, on va développer effectivement une production agricole, on va la faire bio, on va la faire équitable déjà, mais on va intégrer, il y a une petite forêt de 600 hectares, une petite forêt primaire qui reste là. Moi je dis, on va acheter le gingembre à ces paysans-là, mais avec un deal qui est de se dire, on va vous payer beaucoup plus cher que ce que vous touchez d'habitude, mais en même temps, vous allez nous dire si vous êtes d'accord de protéger la forêt en échange. Et comme les paysans, ils ont besoin de sous avant tout, ils vont dire, oui, nous, si on a suffisamment de revenus pour manger, pourquoi pas? Donc, on va faire ça. Tout ça fonctionne, c'est possible sur le principe d'avoir des produits net positive impact, à impact positif pour les communautés locales, aussi bien que pour la nature et surtout sa biodiversité. Quand j'ai mis tout ça en place, en fait, c'était un petit peu compliqué, puisque, comme je vous l'ai dit, Aroma Forest, cette entreprise que j'ai créée, fonctionnait, mais les marges qui sont réalisées pour une entreprise qui doit être compétitive au niveau international ne sont souvent pas suffisantes pour pouvoir financer les actions de conservation. Il faut des gardes forestiers, malgré tout. Nous, on fait des gardes forestiers communautaires qui sont partis de la communauté parce que l'ensemble de la communauté réalise l'intérêt de travailler dans un cadre écologique en maintenant les forêts, qui leur gardent leurs plantes médicinales, etc. Ils le voient. Mais c'est même l'ensemble de la population qui le voit, même si c'est l'ensemble de la population qui le voit, il y a toujours à un moment donné un franc-tireur qui va vouloir faire pas correctement, et ça on le voit, les Suisses sont très riches, et pourtant en Suisse il y a des policiers, il y a des gardes forestiers. Donc il faut quelque chose de mixte, et en fait les programmes qu'on a vus durables, celui de la forêt de Wuiman en particulier, où on travaille sur des plantes sauvages aussi bien que sur des programmes agricoles liés à la conservation des forêts, j'ai trouvé en parallèle des financements via l'ONG L'Homme et l'Environnement que j'avais créé à Madagascar pour soutenir les paysans, leur formation, faire travailler des biologistes pour comprendre les besoins de l'écosystème, quelles doivent être les limites des forêts à garder, les ruisseaux qu'il faut conserver aussi dans bon état pour arriver à garder la dynamique de la biodiversité. Tout ça, ça a demandé des financements parallèles que ne peut pas prendre en charge obligatoirement des entreprises privées. Tenez-vous bien, la magie du potentiel d'avenir que nous avons devant nous en tant qu'humanité, c'est qu'en décembre 2022, à la réunion de la Convention sur la diversité biologique qui s'est tenue à Montréal, le terme « blended financing », finance mélangée, pourrait-on dire en français, est ressorti. Le secteur privé, les chaînes de valeur économique peuvent permettre de créer des revenus durables pour les populations locales. Et ça, c'est crucial quand on fait de la conservation de la nature. On ne peut pas mettre des gardes forestiers derrière les arbres sans que les paysans, ne trouvent des revenus alternatifs à la coupe de la forêt. Donc, trouver des alternatives économiques est crucial. Et là, le secteur privé joue un rôle fondamental. Maintenant, former des paysans qui sont pas les plus aptes, a priori, à faire de l'agriculture durable, à faire de la transformation, ça prend du temps. Et c'est souvent ça qui va mettre en péril une entreprise privée. Par contre, faire les délimitations des forêts avec des financements publics,
eh bien là, ça va permettre de faire que l'ensemble va fonctionner. C'est ce qu'ils ont appelé le blended financing, cette réflexion qu'il faut avoir maintenant de dire, eh bien, regardons le contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut aboutir à ce que les populations locales vivent mieux. Pour ça, l'idéal, c'est qu'elles aient des débouchés bio, équitables, mais durables. Mais aussi, on veut que les écosystèmes soient reconstitués. Et pour ça, il faut investir. Mais quand on investit dans la reconstitution des écosystèmes, c'est pour le bien de la planète. On capture du CO2 quand on fait pousser des arbres. On capture du CO2 quand on régénère le sol aussi. Le sol, 40% du CO2 est maintenu dans le sol. C'est très important. Donc, on s'avance maintenant vers la possibilité d'avoir un nouveau modèle. On l'a fait avec Aroma Forest, qui vend maintenant des huiles au détail en France pour que chacun puisse avoir son huile essentielle à impact positif, savoir qui est le paysan qui l'a faite et quelles sont les actions de conservation de la faune sauvage qui sont mises en route à côté des systèmes de production eux-mêmes. Donc c'est possible, ça va encore être compliqué pour bien comprendre comment mettre en œuvre le fonctionnement parallèle d'une ONG et d'une entreprise privée, mais on l'a fait avec l'homme et l'environnement depuis 20 ans, avec Aroma Forest, une entreprise privée qui fonctionne de façon indépendante, et l'ONG qui continue à avoir des actions pour la conservation, qui sont de plus en plus prises en charge par le secteur privé. Donc c'est possible, il y a encore beaucoup de travail de réflexion et de tester les modèles en pratique, mais ce sera possible, si on s'y met tous, de demander à ce que nos filières économiques aient des impacts non pas neutres, bien obligatoirement neutres, bio, équitables et avec le moins possible d'émissions de CO2, mais même qu'on se débrouille pour regarder à la source comment on peut avoir des impacts positifs sur la biodiversité, sur la faune sauvage. Les huiles essentielles sont certifiées Wildlife Friendly, Lemurs Friendly, qui sauvent les lémuriens. C'est possible. Travaillons tous ensemble pour booster tout ce qui peut être fait pour que les entreprises aient maintenant des impacts non pas neutres, mais positifs sur la biodiversité. Merci.